Bien, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé l'hiver dernier, et je sais que la plupart d'entre vous n'y croiront pas. Franchement, je n'y croirais pas non plus si quelqu'un me racontait cette histoire, mais mon psy dit que le coucher par écrit pourrait m'aider avec mes cauchemars, et ma femme Emma insiste pour que je vide mon sac. Alors, voilà. Je m'appelle David Carlson, et je suis bûcheron indépendant dans les montagnes blanches du New Hampshire depuis 14 ans. J'ai 44 ans, j'ai grandi dans le Vermont rural, où mon grand-père m'a tout appris sur la sylviculture durable, la sécurité à la tronçonneuse et l'art de déchiffrer la nature sauvage. Il était canadien-français, un vrai dur à cuire, et il me disait toujours avec son fort accent « David, la forêt ne nous appartient pas. La forêt nous autorise à lui rendre visite, et parfois, elle ne veut pas de visiteurs du tout. » Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il voulait dire jusqu'au 22 février de cette année. Mon travail est saisonnier. Pendant les mois les plus chauds, je fais de la charpenterie et de la construction. Mais quand l'hiver s'installe et que les gens ont besoin de bois de chauffage, c'est là que je gagne le plus gros de mes revenus. Une corde de bouleau blanc ou d'érable à sucre bien séché peut se vendre 300 $, parfois plus. Je me suis bâti une solide réputation au fil des ans. David Carlson livre du bois de qualité, bien coupé et bien rangé. Le travail est éreintant. Abattage, ébranchage, débitage, fendage, transport. Mais il y a quelque chose de pur là-dedans. On travaille avec ses mains, on lit le terrain, on comprend quels arbres sont déjà morts et quelles tempêtes ont abattu du bon bois. L'endroit où tout s'est passé est ce que les gens du coin appellent Timber Ridge, bien que ce ne soit marqué sur aucune carte officielle. C'est à environ 2 heures à l'ouest de Conway, au cœur de la forêt nationale des White Mountains, accessible uniquement par une vieille route de service forestier à peine entretenue. En hiver, il faut un bon 4x4 et des chaînes juste pour y monter. La route grimpe sur environ 15 km à travers une forêt dense d'épicéas et de bouleaux jusqu'à un camp de bûcherons abandonné des années 1960. À l'époque, c'était une grosse exploitation. Il reste encore des vestiges de l'ancien camp éparpillé. Des baraquements effondrés, des quais de chargement pourris, du matériel rouillé qui coûtait trop cher à évacuer quand ils ont cessé leurs activités. Mon ami Pete Sullivan a travaillé pour l'une des grandes compagnies forestières avant leur fermeture, et il m'a dit qu'il y avait toujours eu des rumeurs sur cet endroit. Des ouvriers qui signalaient des bruits étranges la nuit, du matériel mystérieusement déplacé, ce genre de choses. Mais Pete croit aussi aux enlèvements par les extraterrestres, alors je n'ai jamais accordé beaucoup de crédit à ces histoires. Ce que je sais, c'est que le bois là-haut est incroyable. Les hivers rigoureux tuent des arbres chaque année. Des bouleaux blancs affaiblis par les tempêtes de verglas, des érables à sucre en fin de vie, du bois mort sur pied à cause des infestations de scolytes. Avec les permis appropriés, on peut exploiter les chablis et les arbres morts sur pied. Et si on sait où chercher, on peut trouver assez de bois de qualité pour être occupé toute la saison. Mon coin préféré se trouve à environ 1 kilomètre après l'ancien camp de bûcherons, là où une ancienne piste forestière suit une ligne de crête à travers une section qui a été touchée par un incendie de forêt il y a une douzaine d'années. Le feu a tué des milliers d'arbres, mais n'a pas complètement dévasté la forêt, donc on a cette combinaison parfaite de bois mort sur pied, séché par des années de soleil et de vent, et de nouvelles pousses en dessous. Certains de ces bouleaux sont si secs qu'ils se fendent presque tout seuls. Ce samedi matin de février a commencé comme n'importe quelle autre journée de travail. Emma était descendue à Boston pour rendre visite à sa mère. Donc, j'avais tout le week-end pour moi. Les prévisions météo étaient parfaites. Froid mais clair, avec une 40aine de centimètres de neige au sol, suite à la tempête de la semaine précédente, des conditions idéales pour couper du bois. La neige offrait une bonne adhérence, sans être si profonde qu'elle empêchait de manœuvrer. Je préparais cette sortie depuis 2 semaines. Un de mes clients réguliers avait besoin de 4 cordes livrées pour la mi-mars et il m'en manquait environ 2.
J'avais chargé mon camion le vendredi soir, avec tout mon matériel. Ma tronçonneuse principale, Stihl MS 462 avec un guide de 50 cm, une Husqvarna plus petite pour les finitions, des chaînes supplémentaires, de l'huile de chêne, une quinzaine de litres de mélange et tout mon équipement de sécurité, casque avec visière, jambières en Kevlar, bottes à embout d'acier, gants épais. J'avais aussi emporté mon matériel de survie. Emma plaisante toujours en disant que je me prépare comme si je partais pour une expédition en Arctique plutôt que pour une simple journée, mais j'ai retenu la leçon il y a 5 ans, quand je me suis retrouvé coincé dans une congère à 25 km de la route déneigée la plus proche et que j'ai dû passer la nuit dans mon camion. Depuis, j'emporte toujours un sursac de couchage, un réchaud de camping, de la nourriture supplémentaire, une trousse de premiers secours, une radio d'urgence, des chaufferettes et des piles de rechange. Mieux vaut être surpréparé que mort. Et j'avais pris ma carabine, une Remington 700 en 30-006 que je garde dans une mallette verrouillée derrière mon siège. D'habitude, je ne la prends pas pour couper du bois, mais quelque chose me tracassait lors de mes dernières visites à Timber Ridge. J'avais entendu des bruits inhabituels, des branches qui cassaient sans vent, des vocalisations étranges qui ne ressemblaient à aucun animal que je connaissais. À quelques reprises, j'avais trouvé de grandes empreintes dans la neige qui ne correspondaient ni à un orignal, ni à un ours, ni à aucun autre animal connu. Pete Sullivan avait mentionné avoir vu des signes similaires quand il était monté là-haut l'hiver précédent. Il prétendait avoir trouvé ce qui ressemblait à un abri fait de branches cassées, et il jurait avoir vu quelque chose d'énorme se déplacer entre les arbres à une centaine de mètres. Quand je lui ai demandé à quoi ça ressemblait, il a juste secoué la tête et dit « Je ne sais pas, Dave, mais ça ne marchait pas à 4 pattes. » À l'époque, j'avais mis ça sur le compte de l'imagination débordante de Pete. Mais comme je commençais à remarquer moi-même de plus en plus de signes inhabituels, je me suis mis à douter. La carabine, c'était juste une assurance. J'ai quitté ma maison de Berlin à 5 heures du matin, voulant atteindre Timber Ridge au lever du soleil. Il y a quelque chose de spécial à être en montagne à l'aube. La façon dont la lumière frappe la neige, dont la forêt passe des bruits de la nuit à ceux du jour, dont tout semble frais et nouveau, même quand il fait -20. Le trajet s'est déroulé sans incident. La vieille route forestière était en assez bon état. Quelqu'un l'avait déneigée récemment, probablement les services forestiers pour préparer l'accès aux patrouilles. Hivernal. Je me suis garé à l'ancien camp de bûcherons juste au moment où le ciel à l'est devenait rose. L'endroit était exactement comme d'habitude en hiver, enseveli sous la neige, abandonné, à la fois paisible et légèrement sinistre. Il y a quelque chose de poignant dans les lieux abandonnés, surtout ceux qui étaient autrefois pleins d'ouvriers et d'activités. Ça fait réfléchir à la précarité de toute chose, à la rapidité avec laquelle la nature reprend ce que nous pensons avoir modifié de façon permanente. Je suis resté assis quelques minutes dans mon camion chaud, buvant le café de mon thermos et planifiant ma journée. Le temps était idéal, environ -10 degrés, pas de vent, un ciel cristallin. Je pouvais voir des corbeaux tournoyer au-dessus, ce qui signifiait généralement une carcasse à proximité. Probablement un cerf qui n'avait pas survécu à la vague de froid. Je me suis équipé et j'ai commencé à marcher vers ma zone de coupe. L'ancienne piste forestière est bien définie, mais je l'ai parcourue tellement de fois que je pourrais le faire les yeux bandés. Elle serpente à travers une forêt mixte, bouleaux blancs, érables à sucre, pruches du Canada, avec un sous-bois de laurier des montagnes et de myrtillers complètement enfouis sous la neige hivernale. En février, tout le paysage est monochrome, neige blanche, troncs sombres, ciel d'un bleu profond. La route monte progressivement sur les premiers 400 mètres, puis s'aplanit et suit le contour de la crête. On entend le vent dans les arbres bien avant de le sentir, et la neige craque sous les bottes, avec ce son si particulier qui ne se produit que par grand froid. Quand j'ai atteint ma zone de coupe, j'ai pris un moment pour simplement l'apprécier.
La lumière du matin filtrait à travers la canopée, créant de magnifiques puits de lumière dorée sur la neige. Les arbres morts sur pied projetaient de longues ombres, et je pouvais voir des traces fraîches là où un renard était passé pendant la nuit. Je me suis installé méthodiquement, comme mon grand-père me l'avait appris. J'ai trouvé un bon point de base avec un accès facile aux arbres que je prévoyais de couper. J'ai rempli les 2 tronçonneuses de carburant et d'huile. J'ai vérifié l'affûtage des chaînes. Je me suis assuré que tout l'équipement de sécurité était correctement en place. On fait toujours une vérification de sécurité avant de travailler seul en pleine nature. Une blessure de tronçonneuse à des kilomètres de tout secours peut être fatale. Le premier arbre que j'ai choisi était un bouleau blanc mort sur pied d'environ 40 cm de diamètre. Il avait été tué par des scolytes quelques années auparavant et était parfaitement sec. J'ai fait mon entaille directionnelle, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de branches mortes au-dessus, j'ai planifié ma voie de repli et j'ai démarré la tronçonneuse. La style a vrombi. L'arbre est tombé exactement là où je le voulais, ou atterrissant dans une gerbe de neige et d'écorce gelée. Je l'ai rapidement ébranché, puis j'ai commencé à le débiter en rondins de 40 cm. Le bois était si sec que la scie le traversait comme du beurre, et cette douce odeur de bouleau fraîchement coupé a empli l'air froid. C'est ça, la satisfaction du travail, transformer un arbre mort en combustible utile, savoir que ce bois tiendra quelqu'un au chaud tout l'hiver. J'ai travaillé d'un bon rythme pendant environ 3 heures, abattant et débitant 4 arbres. Le soleil était monté plus haut, et même s'il faisait encore froid, j'avais suffisamment transpiré pour devoir enlever ma veste extérieure. J'avais accumulé un bon tas de rondins, probablement assez pour les 3/4 d'une corde, une fois fendue et empilée. Je me préparais à abattre un autre arbre quand j'ai remarqué un mouvement de l'autre côté de la clairière. Au début, j'ai cru que c'était un orignal, mais en regardant plus attentivement, j'ai réalisé que quelque chose clochait. Ils étaient peut-être à 200 mètres, à la lisière où la zone brûlée rencontrait la vieille forêt. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est leur façon de se déplacer, debout, sur un terrain qui aurait dû être presque impraticable. Neige profonde, chablis épais, pentes raides. Ils étaient 6 ou 7, et même à cette distance, ils étaient grands, vraiment grands. Ma première pensée a été qu'il s'agissait peut-être d'un groupe de randonneurs, des campeurs d'hiver purs et durs, mais personne ne vient ici en février. Les sentiers ne sont pas entretenus, il n'y a aucune installation, et la météo peut devenir mortelle en quelques heures. Je n'y ai pas trop prêté attention au début. La forêt est assez grande pour tout le monde. Je suis retourné au travail, démarrant la tronçonneuse pour commencer une autre coupe. Le bruit de la scie couvre tout le reste, donc je me concentrais sur mon trait d'abattage quand j'ai senti, plus qu'entendu, quelque chose approcher. J'ai coupé la scie et je me suis retourné. Le groupe s'était beaucoup rapproché, à peut-être 70 mètres maintenant au lieu de 200. C'est là que je les ai bien vus pour la première fois et mon estomac s'est noué. C'étaient les personnes les plus grandes que j'ai jamais vues. Je ne suis pas petit, je mesure 1,83 m et pèse 86 kilos. Mais chaque membre de ce groupe était nettement plus grand que moi. Le plus grand, qui menait clairement le groupe, devait approcher les 2,40 m et peser probablement 230 kilos. Mais ce n'était pas seulement leur taille qui était troublante, c'était leur façon de se mouvoir, trop fluide, trop facile dans la neige profonde, comme si leur poids comptait à peine. Et leurs proportions semblaient anormales. Des bras trop longs, des épaules trop larges, des têtes trop grosses et de formes étranges. J'ai essayé de me convaincre que je voyais des choses, que la distance et la lumière vive du soleil sur la neige me jouaient des tours. Peut-être que c'était juste des gens très grands, portant des vêtements d'hiver encombrants, mais alors qu'ils continuaient à avancer vers moi, j'ai acquis la certitude que quelque chose n'allait vraiment pas. Ils ne portaient aucun équipement, pas de tronçonneuse, pas de hache, pas de traîneau pour transporter le bois. Ils ne portaient pas non plus de vêtements d'hiver typiques,
Au lieu de cela, ils semblaient être couverts d'une matière sombre et hirsute qui ressemblait presque à de la fourrure. Les sons qu'ils émettaient sont devenus plus forts à mesure qu'ils approchaient. Les vocalisations ne ressemblaient ni à de l'anglais, ni à aucune autre langue que je connaissais. Elles avaient une qualité différente, beaucoup de grognements graves et de souffles mêlés à ce qui ressemblait à des clics. Je devenais vraiment nerveux, mais je ne voulais pas abandonner ma zone de travail sans raison. J'avais conduit 2 heures pour venir ici. J'avais déjà coupé une bonne quantité de bois. Et puis, j'étais probablement juste paranoïaque. J'ai décidé de continuer à travailler, mais de rester sur mes gardes. J'ai redémarré la tronçonneuse et j'ai commencé à couper l'arbre suivant, en essayant d'agir naturellement tout en gardant un œil sur le groupe. Ils s'étaient arrêtés et semblaient s'être rassemblés autour de quelque chose dans la neige. J'entendais ce qui ressemblait à des discussions animées. Et de temps en temps, l'un d'eux pointait dans ma direction. Après quelques minutes, ils se sont remis en mouvement vers moi. J'ai décidé que la chose la plus polie à faire serait d'éteindre la scie et de les saluer quand ils seraient assez proches. Peut-être que je pourrais établir que j'étais là le premier et que j'avais réclamé cette zone de coupe. Mais à mesure qu'ils se rapprochaient, mon malaise grandissait. Leurs mouvements étaient trop gracieux pour leur taille et la profondeur de la neige. Ils semblaient à peine s'enfoncer dans les congères, malgré leur masse évidente, et leurs proportions étaient définitivement anormales. Bras trop longs, jambes trop épaisses, tête trop grosse. J'ai commencé à remarquer d'autres détails qui n'avaient pas de sens. Leur démarche était différente. Ils couvraient le terrain avec moins de pas qu'ils n'auraient dû, comme si la longueur de leur foulée était bien plus grande que celle d'une personne. Quand ils s'arrêtaient pour examiner quelque chose, ils s'accroupissaient dans une position presque simiesque, s'équilibrant facilement sur leurs talons d'une manière qui serait inconfortable pour la plupart des humains. Leurs revêtements ressemblaient moins à des vêtements qu'à une fourrure épaisse ou des poils rêches, bruns foncés ou noirs, et cela semblait faire partie de leur corps, plutôt que d'être porté par-dessus. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est leur comportement social. Ils avaient clairement une hiérarchie. Le plus grand était de toute évidence le chef. Quand il faisait des gestes ou des vocalisations, les autres réagissaient immédiatement. Il semblait aussi y avoir une structure familiale, avec ce qui paraissait être des adultes protégeant et guidant des plus jeunes. Le plus jeune membre, et par plus jeune, j'entends le plus petit qui mesurait tout de même probablement 2,10 mètres, restait près de ce que je supposais être ses parents. De temps en temps, l'un des adultes tendait la main et le touchait à l'épaule ou à la tête, comme pour le rassurer. Quand ils se sont trouvés à une 50aine de mètres, j'ai eu ma première vue claire de leur visage, et mon sang s'est glacé. Ce n'étaient pas des gens. Leurs visages étaient abondamment couverts de poils sombres et rêches. Leur front était proéminent et fuyant. Leurs mâchoires avançaient de manière anormale. Leurs yeux étaient petits, profondément enfoncés, et semblaient réfléchir la lumière d'une manière que les yeux humains ne font pas. Quand ils bougeaient la bouche pour communiquer, je pouvais voir des dents plus grandes que des dents humaines, avec des canines plus proéminentes. Mon esprit s'emballait, essayant de traiter ce que je voyais. La partie rationnelle insistait sur le fait que ce devait être une sorte d'erreur. Peut-être des gens dans des costumes élaborés, peut-être la lumière vive du soleil créant des illusions d'optique. Mais une autre partie de mon cerveau, celle façonnée par une enfance dans les forêts du Vermont et 14 ans de travail dans la nature sauvage du New Hampshire, me disait que j'étais en présence de quelque chose dont je n'avais entendu parler que dans les histoires. C'était des Sasquatch, des Bigfoot. Appelez-les comme vous voulez. Ils étaient réels, ils étaient là et ils se dirigeaient droit sur moi. J'ai essayé de rester calme et de réfléchir à mes options. Je pouvais remballer et partir, mais cela signifiait leur tourner le dos et marcher 1 kilomètre jusqu'à mon camion. Je pouvais tenir bon et espérer qu'ils passeraient leur chemin. Ou je pouvais essayer d'interagir d'une manière ou d'une autre,
Bien que je n'ai aucune idée de comment communiquer avec un Sasquatch, pendant que je me décidais, ils ont résolu le problème en s'arrêtant à une trentaine de mètres de ma position. Ils semblaient avoir une discussion entre eux, pointant de temps en temps vers moi et mon équipement. Le plus grand a fait une série de gestes que les autres ont semblé comprendre. J'ai décidé de continuer à travailler et de faire comme si rien d'inhabituel ne se passait. Peut-être que si je les ignorais, ils m'ignoreraient. J'ai tiré sur le lanceur de ma tronçonneuse. Elle a vrombi. Le son les a surpris. Ils ont tous reculé, émettant des vocalisations agitées. Mais ensuite, le plus jeune a semblé particulièrement intéressé. Il n'arrêtait pas de se rapprocher, regardant attentivement la chaîne tourner autour du guide. Les adultes émettaient des sons d'avertissement, mais le jeune était fasciné par l'objet mécanique. Je me suis positionné pour couper une bille tombée, essayant de me concentrer sur mon travail tout en gardant un œil sur les créatures. La scie a mordu le bois gelé, projetant de la sueur et des cristaux de glace dans l'air. Le jeune Sasquatch s'est encore approché, maintenant à seulement 4 ou 5 mètres. Je me concentrais pour finir la coupe quand j'ai entendu le ton des vocalisations des adultes changer. Elles étaient passées de la curiosité à l'alarme. J'ai relâché la gâchette et laissé la scie au ralenti, me tournant pour voir ce qui avait causé ce changement. Le jeune Sasquatch s'était approché jusqu'à ma zone de travail et tendait une de ses énormes mains poilues vers ma scie. « Non, ne fais pas ça !» ai-je crié, puis j'ai essayé « Stop !» Mais soit il n'a pas compris, soit il s'en fichait. Sa main se rapprochait de la chaîne qui tournait encore. J'ai rapidement éteint la scie, mais c'était trop tard. La chaîne bougeait encore sur son air, et la jeune créature l'a touchée du bout des doigts juste au moment où elle s'arrêtait. La chaîne était encore chaude, à cause de la friction, probablement proche de 100 degrés. Et la créature a poussé un hurlement de douleur qui a résonné dans toute la forêt. Elle a retiré sa main brusquement et a reculé en trébuchant, tenant ses doigts brûlés et émettant des sons de détresse. Les autres Sasquatch ont immédiatement commencé à se diriger vers nous, leur langage corporel passant de la curiosité à la menace. Je pouvais voir le plus grand retrousser les babines et émettre des vocalisations profondes et grondantes, qui ressemblaient à un croisement entre le grognement d'un ours et le cri de colère d'un humain. J'ai levé les mains, essayant de montrer que je ne leur voulais aucun mal. « Attendez! Attendez! C'était un accident. Je ne voulais pas le blesser. » Le jeune criait toujours de douleur, et je pouvais voir la peau cloquer sur le bout de ses doigts, là où il avait touché la chaîne chaude. Sans réfléchir au danger, je me suis avancé vers le jeune Sasquatch. J'ai attrapé une poignée de neige propre, et je me suis approché lentement, parlant d'un ton que j'espérais apaisant. « Tiens, tiens, la neige, ça aide pour les brûlures. C'est bon pour les brûlures. Laisse-moi t'aider. » Je ne sais pas s'il a compris mes mots ou mes intentions, mais il a tendu sa main avec hésitation. J'ai doucement pressé la neige contre les doigts brûlés, utilisant plus de neige pour refroidir la peau endommagée. La jeune créature a grimaqué, mais n'a pas retiré sa main. J'ai continué à appliquer de la neige fraîche sur la brûlure, essayant de réduire la chaleur et d'éviter d'autres dommages. Les autres Sasquatch avaient formé un demi-cercle autour de nous, observant attentivement. Je sentais leurs yeux sur moi. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Le jeune semblait se calmer. La neige aidait et il émettait maintenant des sons plus faibles, plus des gémissements que des pleurs. J'étais tellement concentré sur le traitement de la brûlure que je n'ai pas vu le chef s'approcher derrière moi. Je ne l'ai pas entendu arriver par-dessus le son de ma propre voix, essayant de calmer le jeune. Le premier signe que quelque chose n'allait pas fut quand une des autres créatures a émis une vocalisation forte et sèche, un avertissement ou un signal. J'ai commencé à me retourner, mais j'étais trop lent. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir vu un énorme bras couvert de fourrure se balancer vers ma tête, puis tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, tout était différent. J'étais allongé sur le dos, regardant un ciel qui était passé du bleu clair au gris de fin d'après-midi.
J'ai essayé de m'asseoir et j'ai immédiatement découvert que je ne pouvais pas bouger mes bras ni mes jambes. J'étais attaché à quelque chose qui bougeait, glissant sur la neige, avec un sifflement rythmé. Alors que ma vision s'éclaircissait et que ma tête cessait de tourner, j'ai réalisé que j'étais ligoté à une sorte de traîneau traîné dans la neige. Le traîneau était étonnamment bien construit. Plusieurs longues branches droites attachées ensemble avec ce qui ressemblait à des lanières d'écorce torsadées. Les patins étaient lisses et courbés, conçus pour glisser efficacement sur la neige. Les liens qui me retenaient étaient incroyablement solides, bien plus résistants que tout ce que j'aurais pu casser à main nue. J'étais attaché en croix sur le traîneau. Ma tête était positionnée de manière à ce que je puisse regarder le ciel ou tourner légèrement pour voir la forêt enneigée défiler. Mais je ne pouvais pas m'asseoir. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres. D'après sa position, j'ai estimé qu'il était tard dans l'après-midi, ce qui signifiait que j'avais été inconscient pendant plusieurs heures. Je n'avais aucune idée de la distance que j'avais parcourue, ni de l'endroit où je me trouvais. Ma tête me lançait là où j'avais été frappé. Je sentais du sang sécher dans mes cheveux et ma barbe. J'avais aussi incroyablement froid. Je portais encore ma veste, mais le mouvement constant dans l'air glacial me vidait de ma chaleur corporelle. Le mouvement avait un rythme régulier. J'entendais parfois des bruits de vent, une respiration lourde, le crissement des pieds dans la neige, et ces mêmes vocalisations étranges. Quelqu'un ou quelque chose tirait ce traîneau, et d'après tout ce qui s'était passé, j'étais presque sûr que ce n'était pas une équipe de secours. Plus que l'inconfort physique, je luttais avec l'impact psychologique. J'avais rencontré une famille de Sasquatches, blessés accidentellement l'un de leurs jeunes, et je me retrouvais d'une manière ou d'une autre leur prisonnier, traîné à travers la nature sauvage du New Hampshire sur un traîneau fait main. C'était si loin de l'expérience humaine normale qu'une partie de mon esprit insistait pour me dire que je devais être en train de rêver ou d'halluciner à cause du traumatisme crânien. J'ai essayé de me souvenir de ce qui s'était passé après que j'ai été frappé. Avait-il construit ce traîneau spécialement pour me transporter? Combien de temps avais-je été inconscient? Plus j'y pensais, plus j'avais de questions. Pourquoi construire un traîneau? S'il voulait se débarrasser de moi, pourquoi ne pas simplement me laisser inconscient dans la neige? S'il voulait me tuer, pourquoi ne pas finir le travail? La seule explication qui tenait la route était qu'ils me retiraient de leur territoire sans me tuer. En me mettant sur un traîneau et en me traînant au loin, ils s'assuraient que je serais loin de chez eux, au moment où je reprendrais conscience ou serais retrouvé. C'était en fait une solution sophistiquée, ce qui témoignait d'un niveau d'intelligence que je n'attendais pas de créatures censées être plus animales qu'humaines. Au fil de l'après-midi, j'ai regardé le paysage défiler et j'ai essayé de me repérer. Nous nous déplacions à travers un terrain très boisé qui se ressemblait partout en hiver, pinces tordues, épicéas, quelques bosquets de bouleaux, tous couverts de neige. Je pouvais voir des trouées occasionnelles, là où d'anciennes pistes forestières ou des coupes à blanc avaient créé des ouvertures. Une fois, j'ai cru apercevoir ce qui aurait pu être une ligne électrique au loin. J'ai aussi commencé à remarquer des signes de vie sauvage. Plusieurs fois, j'ai aperçu des traces de cerfs dans la neige. Une fois, j'ai vu ce que j'étais sûr être une trace de lynx roux traversant notre chemin. Il y avait des traces de martres d'Amérique et de lièvres d'Amérique. Une fois, j'ai vu un aigle perché sur un arbre mort, nous regardant passer. Mais la plupart du temps, ce n'étaient que des arbres, des kilomètres et des kilomètres de forêt enneigée s'étendant dans toutes les directions. Cette partie du New Hampshire est vaste et sauvage, avec des centaines de milliers d'hectares de forêt nationale qui voient très peu de visiteurs, surtout en hiver. Je pouvais être n'importe où et, sans repère, je n'avais aucun moyen de savoir exactement où. L'isolement était à la fois beau et terrifiant. La nature vierge, l'air froid et pur, l'odeur du pain et de la terre gelée, c'était magique. Mais l'immensité me rendait cruellement conscient de ma petitesse et de mon impuissance.
Si quelque chose tournait mal, si ces créatures m'abandonnaient ici, si je parvenais à me libérer, mais ne pouvais pas retrouver mon chemin, je mourrais presque certainement d'hypothermie. La température baissait déjà à mesure que le soleil descendait, et une fois la nuit tombée, elle atteindrait facilement 0 ou moins. Sans abri ni feu, je ne passerais pas la nuit. J'étais tiré à ce qui semblait être un bon rythme, probablement 5 ou 6 km par heure. Si j'avais été inconscient pendant plusieurs heures et que le traîneau avait bougé tout ce temps, je pouvais être à 25 ou 30 km de mon point de départ. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement de passer la nuit attaché à ce traîneau. La température chutait de manière significative et je portais des vêtements de travail conçus pour une activité physique, pas pour rester immobile par des températures négatives. Mes doigts et mes orteils commençaient à s'engourdir. Je me sentais frissonner de manière incontrôlable. Je m'inquiétais aussi d'autres dangers. Si nous traversions un terrain accidenté, je pourrais être blessé par des branches ou des rochers. Si nous traversions des pentes raides, le traîneau pourrait se détacher et glisser. Si nous traversions des rivières ou des ruisseaux, je pourrais passer à travers la glace et me noyer. Juste au moment où je commençais à paniquer, le mouvement a changé. Nous semblions descendre maintenant, dévalant une pente. Le rythme a ralenti car celui qui me tirait devait contrôler l'élan du traîneau dans la descente. Dans l'obscurité grandissante, j'ai pu voir que nous entrions dans un terrain différent, plus ouvert, avec moins d'arbres et ce qui ressemblait à des prairies gelées. La neige ici était plus profonde et balayée par le vent, formant des congères et des formes étranges. Nous avons traversé ce qui devait être un ruisseau gelé, et j'ai entendu la glace craquer de manière inquiétante sous le poids de mes ravisseurs et du traîneau. La température a continué de chuter alors que la nuit tombait complètement. Je tremblais si fort que tout mon corps était secoué. Je ne sentais plus mes extrémités, mes dents claquaient de façon incontrôlable. Je savais que l'hypothermie s'installait. Si je ne me réchauffais pas bientôt, je sombrerais dans l'inconscience et mourrais simplement de froid, attaché à ce traîneau. J'ai essayé de rester éveillé, d'essayer de bouger les parties de mon corps que je pouvais pour générer de la chaleur, mais je me sentais glisser. Les étoiles sont apparues au-dessus, brillantes dans l'air froid et clair, et je me suis surpris à les fixer, pensant à Emma, me demandant si je la reverrais un jour. J'ai dû perdre connaissance, car la chose suivante que j'ai sue, c'est que le jour commençait à se lever et que j'étais incroyablement raide et froid. Chaque muscle de mon corps me faisait mal d'être resté dans la même position pendant tant d'heures. Je ne sentais plus du tout mes mains ni mes pieds, mon visage semblait gelé, et quand j'ai essayé de bouger ma mâchoire, elle a à peine répondu. Le traîneau bougeait toujours, mais le mouvement avait changé. Nous étions sur un terrain plus plat maintenant, et le rythme s'était accéléré. J'ai tourné la tête autant que je le pouvais, et j'ai vu que le paysage avait radicalement changé pendant la nuit. Au lieu d'une forêt dense, nous traversions ce qui ressemblait à une large vallée, avec des bosquets d'arbres épars et des prairies ouvertes. Au loin, je pouvais voir des montagnes se dresser, leur sommet captant les premières lueurs de l'aube. Alors que le soleil montait, ma situation est devenue de plus en plus désespérée. Le soleil se reflétant sur la neige était d'une luminosité aveuglante. Et sans lunettes de soleil ni aucun moyen de me protéger les yeux, j'étais obligé de plisser les yeux contre l'éblouissement. Ma peau semblait tendue et craquelée par la combinaison du froid, du vent et de l'exposition au soleil. J'avais si soif que je pouvais à peine avaler. Ma bouche était pâteuse et mes lèvres étaient gercées et saignées. À un moment donné, nous sommes passés assez près d'une congère pour que je puisse tourner la tête et mettre un peu de neige sur mes lèvres, mais ce n'était pas suffisant. La journée s'est écoulée dans un brouillard de douleur et d'inconfort. Parfois, je sombrais dans l'inconscience. Parfois, j'étais réveillé en sursaut par une secousse ou un changement soudain de direction. J'ai complètement perdu la notion du temps, ne mesurant les heures que par le mouvement des ombres sur la neige.
Nous avons traversé plusieurs autres ruisseaux gelés et grimpé au moins une crête importante. À un moment donné, nous sommes passés près de ce qui ressemblait à une vieille cabane, mais nous ne nous sommes pas arrêtés et je n'ai pas pu rassembler la force de crier à l'aide. Alors que le deuxième après-midi avançait, j'ai commencé à avoir des hallucinations. J'ai vu Emma marcher à côté du traîneau, me parlant. J'ai vu mon grand-père, mort depuis 15 ans, debout dans la neige, secouant tristement la tête. J'ai vu des esprits de vieilles histoires danser dans les arbres. J'étais tellement à l'ouest que j'ai à peine remarqué quand le traîneau s'est finalement arrêté. Nous étions arrivés dans une petite clairière près d'un étang gelé. Les Sasquatchs, je pouvais les voir clairement maintenant dans la lumière de fin d'après-midi, se sont rassemblés autour du traîneau et semblaient avoir une discussion. Le chef s'est approché de moi et m'a regardé de ses yeux intelligents et étrangers. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés, cette créature massive couverte de fourrure et ce bûcheron à moitié gelé. Puis il s'est penché et a commencé à couper les liens qui me retenaient au traîneau. J'étais libre, mais j'étais si faible et si froid que je ne pouvais même pas m'asseoir. Les Sasquatch sont restés là un instant de plus, me regardant. Puis, ils ont simplement tourné les talons et sont partis, disparaissant dans la forêt aussi silencieusement qu'ils étaient apparus dans ma zone de coupe 2 jours plus tôt. Je suis resté allongé sur le traîneau, dans cette clairière, pendant ce qui m'a semblé être des heures. Trop faible pour bouger, trop froid pour m'en soucier. Le soleil se couchait à nouveau, et je savais que si je ne trouvais pas d'abri bientôt, je mourrais là. Mais mon corps refusait simplement de répondre à ce que mon cerveau lui disait de faire. J'entrais et sortais de la conscience quand j'ai entendu un son que j'ai d'abord pris pour une autre hallucination, le vrombissement aigu d'un moteur de motoneige. Le son s'est rapproché et soudain, il y a eu des voix. De vraies voix humaines parlant anglais. « Mon Dieu, il y a quelqu'un ici. Signalez-le. On a besoin d'une assistance médicale tout de suite. »« Monsieur, vous m'entendez ? Monsieur, nous allons vous aider. » Des mains me soulevaient, m'enveloppaient dans des couvertures, pressaient quelque chose de chaud contre ma peau. J'ai essayé de parler, d'essayer de leur dire ce qui s'était passé, mais tout ce qui est sorti était un croassement. N'essayez pas de parler. Tout va bien se passer. On s'occupe de vous maintenant. La patrouille en motoneige, faisant partie d'une équipe de recherche et de sauvetage qu'Emma avait envoyée après que je ne sois pas rentré, m'a chargé sur un traîneau de secours et m'a transporté jusqu'à une ambulance qui attendait. J'ai passé 4 jours à l'hôpital, traité pour une hypothermie sévère, des gelures aux doigts et aux orteils, une déshydratation et une commotion cérébrale. L'équipe de recherche et de sauvetage m'a dit que j'avais eu une chance incroyable d'être en vie. D'après l'endroit où ils m'avaient trouvé, j'avais été traîné sur environ 45 kilomètres depuis l'endroit où mon camion avait été localisé, à l'ancien camp de bûcherons. Le trajet que j'avais parcouru traversait certains des terrains les plus reculés et les plus accidentés des montagnes blanches. Quand ils m'ont demandé ce qui s'était passé, j'ai essayé d'expliquer la rencontre avec les Sasquatch. L'équipe de recherche a été professionnelle. Ils ont hoché la tête et pris des notes. Mais je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils ne me croyaient pas. Les policiers qui m'ont interrogé plus tard étaient plus ouvertement sceptiques. « Monsieur Carlson, » a dit l'un d'eux, « vous nous dites que Bigfoot vous a attaché à un traîneau et vous a traîné sur 45 kilomètres à travers les montagnes ?»« Oui, » ai-je dit simplement. « C'est ce qui s'est passé. »« Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous avez subi un grave traumatisme crânien et une hypothermie. Il est très courant pour les personnes dans ces conditions de faire l'expérience d'hallucinations et de faux souvenirs. »« Je sais ce que j'ai vu. » ai-je dit prudemment. C'était réel. Ils ont échangé des regards qui me disaient qu'ils pensaient que je mentais ou que j'étais mentalement instable. Finalement, ils ont déterminé que je n'avais commis aucun crime et que je n'étais pas un danger pour moi-même ou pour les autres,
Alors, ils m'ont laissé partir. Emma attendait à l'hôpital. Et l'expression sur son visage quand elle m'a vu était un mélange de soulagement, de colère et de stupéfaction. Elle avait été terrifiée quand je n'étais pas rentré le dimanche soir et elle avait appelé le shérif le lundi matin pour signaler ma disparition. « David », a-t-elle dit alors que nous rentrions à la maison, « que s'est-il vraiment passé ?» Je lui ai raconté toute l'histoire, telle que je l'ai racontée ici. À son crédit, elle a écouté sans m'interrompre ni exprimer d'incrédulité. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. « Tu sais, » a-t-elle dit finalement, « mon oncle racontait des histoires. Il a été garde forestier en Oregon pendant 30 ans et il disait que tous ceux qui travaillaient assez longtemps au fin fond des montagnes avaient une histoire sur quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Il ne donnait jamais de détails, mais il disait qu'il y avait des choses dans les forêts primaires que la science n'avait pas encore répertoriées. C'était la première fois que j'entendais Emma mentionner ces histoires. Cela m'a fait me sentir moins fou de savoir que d'autres personnes, des gens qui avaient travaillé dans des zones sauvages pendant des années, avaient eu leur propre rencontre avec l'inexpliqué. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait des recherches sur tout ce que je pouvais trouver concernant les observations de Sasquatch. J'ai été stupéfait par le nombre de rapports, des milliers dans le nord-ouest Pacifique et en Nouvelle-Angleterre, dont beaucoup à moins de 80 km de l'endroit de ma rencontre. J'ai contacté des chercheurs qui étudient ces rencontres. Un professeur a expliqué que ce que j'avais vécu, la réaction protectrice lorsque leur jeune a été blessé, la décision de me transporter au loin plutôt que de me tuer, suggérait une intelligence avancée et même un raisonnement moral. Ils ont neutralisé une menace perçue tout en minimisant les dommages pour toutes les parties, m'a-t-il dit. Ce genre de résolution de problèmes sophistiqués est généralement associé à des espèces qui ont des structures sociales complexes et des capacités cognitives avancées. J'ai aussi appris que la zone où je coupais du bois a une concentration particulièrement élevée d'observations signalées. L'ancien camp de bûcherons et la forêt environnante ont été le théâtre de nombreux rapports au fil des décennies. Bruits étranges, perturbations de matériel, observations de grandes créatures non identifiées. Pete Sullivan m'a dit que l'ancienne compagnie forestière avait reçu de nombreux rapports au fil des ans de la part d'ouvriers concernant des rencontres inhabituelles. La politique officielle était toujours de les rejeter comme des canulars ou des erreurs d'identification. Mais Pete a dit qu'en privé, de nombreux travailleurs de longue date croyaient qu'il y avait quelque chose de vraiment inhabituel dans cette partie de la forêt. Je suis retourné à l'ancien camp de bûcherons quelques fois depuis, toujours avec Emma, toujours en plein jour. L'endroit me semble différent maintenant, plus vigilant, plus vivant. J'ai l'impression d'être observé chaque fois que j'y suis, bien que je n'ai jamais revu de signe de la famille Sasquatch. J'ai retrouvé l'endroit où je coupais du bois ce jour-là. J'ai pu récupérer une partie du matériel qui avait été laissé derrière. Ma tronçonneuse était toujours là, ainsi que ma plus petite scie et d'autres équipements. Fait intéressant, tout était disposé en une pile soignée, comme si quelqu'un l'avait délibérément rassemblé. Mon camion, que l'équipe de recherche avait trouvé, était complètement intact. J'ai essayé de reprendre mes routines de coupe de bois, mais ça a été difficile. Chaque fois que je suis seul dans une zone reculée, je me surprends à regarder par-dessus mon épaule et à écouter les bruits qui pourraient indiquer que je ne suis pas seul. La rencontre a changé ma relation avec la nature sauvage d'une manière que j'essaie encore de comprendre. Certaines personnes ont suggéré que je devrais rapporter mon expérience plus largement, mais je ne suis pas sûr de vouloir cette attention. J'ai lu des articles sur d'autres personnes qui ont rendu leur rencontre publique et beaucoup ont fait face au ridicule et au harcèlement. J'ai une entreprise à protéger, une femme à laquelle penser et une réputation dans ma communauté. Mais je ressens aussi une obligation de partager ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour faire savoir à d'autres qu'il y a des choses dans nos forêts que nous ne comprenons pas.
et que nous ne devrions probablement pas prendre pour acquises. Les créatures que j'ai rencontrées étaient intelligentes, organisées et capables de résoudre des problèmes complexes. Elles étaient aussi incroyablement fortes et potentiellement dangereuses si elles étaient provoquées. Plus important encore, elles semblent avoir leur propre façon de gérer l'intrusion humaine sur leur territoire. Elles ne m'ont pas tué alors qu'elles auraient pu le faire, mais elles ont clairement fait savoir que je n'étais pas le bienvenu. Le fait qu'elles aient construit un traîneau et m'aient transporté en toute sécurité suggère un niveau de retenue et même de compassion que je n'aurais pas attendu d'un animal purement sauvage. Je pense parfois à ce jeune Sasquatch, celui qui s'est brûlé les doigts sur ma tronçonneuse. J'espère qu'il a bien guéri et qu'il a appris à être plus prudent près du matériel humain. J'espère aussi que ma tentative de l'aider a envoyé un message que tous les humains ne sont pas des menaces. Toute cette expérience m'a rendu plus humble quant à la place de l'humanité dans le monde naturel. Nous aimons penser que nous sommes l'espèce dominante, que nous comprenons et contrôlons notre environnement. Mais ma rencontre m'a rappelé qu'il existe encore des mystères, des créatures sauvages qui fonctionnent selon leurs propres règles. Je ne sais pas si j'aurai un jour une autre rencontre comme celle que j'ai eue dans les montagnes blanches. Une partie de moi espère que oui, car il y a tant de questions sans réponse. Mais une autre partie se contente de respecter les limites que ces créatures ont établies et de se souvenir que certaines expériences sont trop profondes pour être facilement expliquées. Ce que je sais, c'est que je ne regarderai plus jamais la forêt profonde de la même manière. Chaque fois que je verrai une forêt primaire ou que j'entendrai un son inexpliqué dans les bois, je me souviendrai qu'il y a des êtres qui partagent ce monde avec nous, qui sont plus anciens, plus forts et peut-être plus sages que nous. Voilà donc mon histoire, pour ce qu'elle vaut. Je sais que certains y croiront et d'autres non, et ça me va. J'ai appris que la vérité ne dépend pas toujours de l'acceptation des autres. Parfois, les vérités les plus importantes sont celles que nous portons tranquillement en nous. Celles qui changent notre façon de voir le monde, même si nous ne pouvons convaincre personne d'autre de le voir de la même manière. L'expérience a fondamentalement modifié ma relation avec le monde naturel. Avant ce jour, je pensais comprendre la nature sauvage. Je travaillais dans ces forêts depuis 14 ans et j'avais l'impression de savoir ce qui y vivait et ce qui n'y vivait pas. Mais ma rencontre a brisé cette confiance et l'a remplacée par quelque chose de plus profond. La reconnaissance que le monde naturel est bien plus complexe et mystérieux que je ne l'avais jamais imaginé. Je pense à l'intelligence que j'ai vue dans les yeux de ce jeune Sasquatch alors que je pressais la neige contre ses doigts brûlés. Il y avait une conscience là, une reconnaissance, peut-être même de la gratitude. Il comprenait que j'essayais de l'aider, tout comme je comprenais que sa famille essayait de le protéger. À ce moment-là, nous nous sommes connectés à travers le vaste fossé qui sépare la conscience humaine et non humaine. Et j'ai réalisé que l'intelligence et l'émotion ne sont pas des traits exclusivement humains. Plus j'ai réfléchi à l'expérience, plus je suis arrivé à croire que ces créatures représentent quelque chose que nous avons perdu en tant qu'espèce. Une façon de vivre en harmonie avec le monde naturel qui ne nécessite pas de le dominer. Elles ont réussi à survivre dans l'une des régions les plus développées du pays, tout en restant essentiellement invisibles à notre technologie et à nos institutions scientifiques. Cela suggère un niveau de conscience environnementale qui dépasse de loin le nôtre. Emma a remarqué le changement en moi, et elle a été incroyablement patiente pendant que j'essayais de digérer ce qui s'était passé et ce que cela signifiait. Elle a commencé à venir avec moi plus souvent lors de mes sorties de coupe de bois, en partie parce qu'elle s'inquiète pour ma sécurité, mais aussi parce qu'elle est sincèrement curieuse. Peut-être, m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis près du feu, peut-être que la raison pour laquelle ces créatures sont restées cachées si longtemps, c'est parce qu'elles attendent que nous grandissions assez pour gérer la connaissance de leur existence.
Peut-être qu'elle nous teste, une personne à la fois, pour voir si nous sommes prêts à partager le monde au lieu d'essayer de tout contrôler. Je pense qu'elle pourrait avoir raison. La famille Sasquatch aurait pu me tuer facilement, mais elle a choisi une autre voie. Elle a fait preuve à la fois de puissance et de retenue, d'intelligence et de compassion. Elle m'a montré qu'il existe d'autres façons de résoudre les problèmes, d'autres façons de gérer les conflits. La forêt est toujours là, s'étendant à travers les montagnes, gardant ses secrets, et quelque part dans les bois profonds, une famille de créatures qui ne devraient pas exister selon notre compréhension scientifique continue de vivre sa vie, suivant des schémas qui précèdent probablement la civilisation humaine de milliers d'années. Je me sens privilégié d'avoir entrevu ce monde caché, même si l'expérience a failli me coûter la vie. C'est un rappel que le mystère et l'émerveillement existent encore dans notre monde de plus en plus cartographié, et que parfois les rencontres les plus extraordinaires se produisent lorsque nous nous y attendons le moins. La nature sauvage m'enseigne la patience, l'humilité et le respect. Elle me montre qu'il existe des formes d'intelligence et des manières d'être qui existent en dehors de la compréhension humaine, et que notre rôle dans le monde naturel pourrait être très différent de ce que nous avons supposé. Nous ne sommes peut-être pas l'espèce dominante que nous pensons être. Nous ne sommes peut-être pas les seuls êtres conscients et doués de raison sur cette planète. Nous partageons peut-être notre monde avec d'autres qui sont là depuis plus longtemps, qui le comprennent mieux et qui ont des leçons à nous enseigner si nous sommes prêts à écouter. Je coupe toujours du bois de chauffage, bien que je sois plus prudent maintenant sur les endroits où je vais et le temps que j'y reste. La nature sauvage m'appelle toujours, comme elle l'a toujours fait. Mais maintenant, j'écoute plus attentivement ce qu'elle essaie de me dire. Parfois, quand le vent souffle dans les pins d'une certaine manière, je crois entendre des voix dans la forêt, des voix anciennes parlant dans une langue plus vieille que les mots, me rappelant que je suis un invité dans leur monde, et non l'inverse. C'est une chose qui mérite d'être rappelée, que vous croyiez en Bigfoot ou non. Dans un monde de plus en plus artificiel et déconnecté des processus naturels, nous avons besoin de rappels que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand et de plus ancien que la civilisation humaine. Nous devons nous rappeler que la sagesse ne vient pas toujours des livres ou des laboratoires. Parfois, elle vient de la forêt profonde, de rencontres avec l'inconnu, d'expériences qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir. Ma rencontre dans les montagnes blanches a été terrifiante, humiliante et finalement transformatrice. Elle m'a ouvert les yeux sur des possibilités que je n'avais jamais envisagées et m'a forcé à remettre en question des hypothèses que j'avais eues toute ma vie. Je n'échangerai cette expérience pour rien au monde, même en connaissant la peur et la confusion qu'elle a provoquée. Parce qu'au final, elle m'a appris la leçon la plus importante, que le monde est encore plein de magie et de mystères, encore plein de merveilles que nous n'avons pas découvertes ou expliquées. Et tant qu'il restera des endroits sauvages, tant qu'il y aura des forêts et des montagnes qui resteront largement intactes, il y aura toujours la possibilité de rencontrer quelque chose qui change tout ce que nous pensions savoir. Cette possibilité, ce sentiment d'émerveillement, c'est ce qui me fait retourner dans la nature, pas seulement pour couper du bois, mais pour maintenir mon lien avec quelque chose de plus grand et de plus ancien que moi, pour me rappeler que je fais partie d'un tissu de vie qui inclut des créatures que je ne comprendrai peut-être jamais entièrement, mais que je peux apprendre à respecter et à apprécier. Qui sait, peut-être qu'un jour, si je suis assez patient, assez respectueux et assez chanceux, j'aurai une autre rencontre avec l'inconnu. Peut-être que j'aurai un autre aperçu de ce monde caché qui existe, parallèlement au nôtre. D'ici là, je continuerai à travailler, à explorer, à écouter les voix dans la forêt. Et je me souviendrai que chaque fois que je pénètre dans la nature sauvage, j'entre dans un royaume où tout est possible, où l'extraordinaire peut se produire à tout moment,
où les frontières entre l'humain et le non-humain, le connu et l'inconnu, le possible et l'impossible, deviennent magnifiquement et mystérieusement floues.